Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 4e We2Live de la saison 2. Alors tout d'abord je tiens à remercier évidemment nos partenaires du Pavillon des Canaux qui nous accueillent et nos autres partenaires, les Films Fauves qui fournissent ces belles images que vous êtes en train de regarder. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés Wendy Delorme, une autrice qui vient de sortir avant-hier en fait, Viendra le temps du feu, un tout nouveau roman. Bonjour Wendy. Bonjour. Alors, merci d'être ici, déjà. Et pour commencer tout de suite, on va sauter dans le vif du sujet. La première question que nous posons à tous nos invités, c'est est-ce que tu te définirais comme féministe? Et si oui, est-ce qu'il y a eu un moment clé, une sorte de révélation à un moment dans ton parcours? Merci de l'invitation. Et pour te répondre sur cette première question, oui, je me définis comme féministe. Et ça s'est fait par étapes. Je pense qu'il y avait une sorte de terrain, c'est-à-dire que quand j'étais petite, dans la bibliothèque de ma grand-mère, il y avait Colette, il y avait George Sand, il y avait Benoît de Groux, donc je les ai lus jeunes. Et ça m'a créé une sensibilité en fait pour les écritures de femmes, les écritures qui partaient d'une autre vision du monde que la littérature officielle, quoi. Même si ce sont des auteurs aujourd'hui très reconnus, à leur époque, leur voix avait quelque chose de différent, de subversif, de situé. Et puis après, il y a eu une deuxième étape, c'est que vers l'âge de 20 ans, je suis tombée amoureuse d'une fille et je me suis conscientisée comme lesbienne. Et je me suis rendu compte que c'était pas si simple de marcher ensemble dans la rue, de s'embrasser publiquement. Et là est venue la deuxième grille de lecture en fait. C'est-à-dire que je me suis dit finalement d'être une femme et d'être pas hétéro, ça fait que t'es décalée 2 fois. Et là j'ai commencé à militer dans un collectif qui s'appelait les Panthères Roses, un collectif de lutte contre l'homophobie, la transphobie, le sexisme à Paris. Donc on est à peu près en 2004 à cette époque-là. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient des personnes militantes, qui étaient pleine d'énergie, de joie. On faisait du théâtre invisible, on allait coller des tracts, on participait à des manifs. Ouais, ça s'est construit comme ça. D'accord. Par la lecture et par le militantisme. Ok, bah c'est 2 très belles portes d'entrée, je trouve, super, merci. Alors justement, aussi en lien avec la lecture, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, si tu le veux bien, de comment tu en es arrivée à écrire. Ah. Bon, alors, c'est à cause de ma grand-mère. Donc ma grand-mère maternelle, Lucienne, qui n'est plus de ce monde, a été institutrice. Et elle m'a appris à lire et à écrire avant le CP. Donc quand je suis arrivée à l'école primaire, je savais déjà lire et écrire. Et elle ne m'avait pas fait lire n'importe quoi, elle me faisait lire, donc je lisais Colette, les histoires de bêtes d'abord, qui sont les écrits de Colette qu'on peut faire lire aux enfants. Et puis après, ado, j'ai lu d'autres choses de Colette, et puis après j'ai lu des Pentes. Enfin voilà, il y a eu Audre Lorde, Toni Morrison, enfin, il y a eu toutes sortes d'auteurs qui m'ont construite. Mais l'écriture, elle est venue en fait avant le CP. Ma grand-mère, elle tapait à la machine mes poèmes qu'elle envoyait à des éditeurs. Donc évidemment, ils ne répondaient pas, parce que qui veut publier les poèmes d'une gamine? Mais du coup, j'en suis restée avec l'idée que il faut que j'écrive, je dois écrire, et puis c'est possible peut-être d'être publié. Enfin, c'est resté un truc de mon enfance. Et puis ma grand-mère qui valorisait ce que je faisais. Ma mère aussi écrit beaucoup, a une très belle plume, et oui, ça vient du côté maternel en fait. Ça vient de... Ouais. Et ça me structure, c'est-à-dire que si j'écris pas pendant plusieurs mois, je vais pas bien. C'est ma colonne vertébrale, c'est ce qui me permet de conserver une certaine santé mentale aussi. Donc après, il y a l'écriture des livres que je fais, qui peuvent me prendre 2 ans. Par exemple, celui-là, j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire. Et puis il y a mon journal aussi, je pense que je suis un peu graphomane, c'est-à-dire j'ai besoin enfin voilà, si j'écris pas pendant longtemps, je commence à aller pas bien. Et j'ai l'impression que c'est l'écriture manuscrite en plus. Ouais. J'ai ce livre en fait qui fait quand même 400 000 signes, hein, il est voilà, il est pas petit quoi. J'ai écrit, je pense bien les 2 tiers à la main dans mes cahiers.
Et après, je retranscris et puis je mets en forme le texte, je travaille la structure et tout, mais oui, j'écris beaucoup à la main. D'accord. Je trouve ça super parce que je pense qu'il y a un engagement du coup physique du corps qui est différent de beaucoup de gens qui tapent maintenant via un ordinateur. Et je crois que ça crée un autre rapport à la langue. En tout cas, tu le vis comme ça, toi, cette écriture manuelle comme... Bah, déjà, ça fait comme une méditation en mouvement parce que ton cahier, tu peux l'emmener partout, il va pas tout d'un coup avoir plus de batterie. Enfin, tu vois. Et aussi, mes cahiers, ils ont des formes, des couleurs différentes et suivant les époques. Après, voilà, je me dis le personnage de Raphaël, qui est un personnage que j'aime beaucoup, je me souviens exactement où il est né, dans quel cahier, et quelle était la couverture du cahier. Et ouais, voilà, ça fait des moments, des souvenirs comme ça qui s'inscrivent dans des choses physiques comme le papier, l'encre que tu avais à ce moment-là. Enfin. Ok, super. Alors revenons justement, parler plus particulièrement de ce nouveau livre, Viendra le temps du feu, donc qui est un roman choral dont on va suivre le point de vue de plusieurs personnages. Et c'est, à ma connaissance, ta première dystopie que tu as écrit. Tu as écrit déjà plusieurs fictions, c'est ta 5e, mais c'est ton premier roman dystopique. Oui, après, j'ai pas... Enfin, comment dire ? Quand j'ai écrit ce livre, pendant les 2 ans et demi où j'ai écrit ce livre, je me disais pas, je suis en train d'écrire une dystopie ou un roman d'anticipation. Il y a 5 personnages qui s'expriment, enfin 5 adultes et une enfant, dont on se rend compte comment ils se connaissent et qui finissent par se rencontrer. Enfin voilà, donc c'est construit de manière chorale, effectivement. Mais au moment où j'écris ce livre, je me dis pas, tiens, je vais faire une dystopie. Mais en fait, je suis nourrie par des lectures, je suis nourrie par Margaret Atwood, je suis nourrie par 1984, je suis nourrie par Fahrenheit 451. Enfin, c'est des livres que j'ai lus plus jeune et qui m'ont marqué. Et on retrouve leur influence dans ce livre. Mais au moment où j'écris, le plus important pour moi, c'est d'arriver à restituer, sans m'inquiéter du genre littéraire, une histoire et des voix de la manière la plus juste. Parce que ces personnages, j'habite avec elles dans ma tête pendant 2 ans et demi quand même. Voilà. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... Je fais pas de plan d'écriture. Au bout d'un moment, tu as de la matière, tu peux commencer à la structurer. Et puis j'adore structurer une histoire. Les chapitres sont pas du tout agencés au hasard. Enfin, c'est un vrai travail de tissage. Mais je me suis pas dit, tiens, je vais faire de la littérature d'anticipation. Sauf qu'en fait, oui, effectivement, ça rentre dans la littérature de l'imaginaire, ça rentre dans ce qu'on peut appeler le roman d'anticipation. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Et alors c'est vrai qu'on retrouve très bien à la lecture cette impression de tissage que tu commençais à évoquer, où petit à petit, par petites touches, on commence à comprendre l'univers dans lequel nous nous trouvons, qui est un univers qui pourrait être un futur finalement assez proche. On est dans un univers plutôt citadin, avec un groupe de femmes sorores qui s'est échappé de cette ville et qui a essayé de construire une autre façon de vivre en marge. Quelles étaient les grandes lignes qui t'importaient d'essayer de montrer à travers cette histoire? Est-ce que... parce que enfin, déjà, il y a le point de vue féminin est très fort. Sur les 5 personnages, si je ne me trompe pas, il y a un seul homme en fait. Raphaël, oui. Ouais. Ouais. Après, on en rencontre plusieurs vers la fin du livre. C'est vrai. En fait, comment dire, j'essaie de te retrouver un passage où j'explique qu'il ne s'agit pas que de femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui composent cette communauté qui vit en marge d'un monde très oppressif, sont des personnes qui s'appellent les sœurs. Elles s'appellent entre elles les sœurs, et ce sont des personnes qui ont été assignées femmes à la naissance ou pas, mais qui en tout cas ont fui l'assignation de genre. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi des filles trans, des mecs trans. En fait, c'est les sœurs. Donc on parle d'elles au féminin, puisque elles ont choisi le féminin pluriel, parce que je m'inspire des guerrières de Monique Wittig. D'accord. En fait, j'ai 5 personnages dans mon roman qui sont inspirés des guerrières de Monique Wittig et qui portent des prénoms des guerrières de Monique Wittig. Donc il y a un roman qui m'a marqué. Et en fait, ce livre, c'est comme une parabole de guerre de mouvement ou guerre de position. C'est-à-dire que les personnages ont 2 stratégies pour survivre à cette société oppressive. Il y a celles qui se sont organisées pour créer cette communauté des sœurs qui vit en marge de la société, et celles qui vivent dans le système et qui s'organisent de manière clandestine.
Et à la fin, les deux types de lutte se rejoignent. Ouais. C'est une dystopie qui finit bien plutôt. Oui, tu nous laisses entrevoir un peu d'espoir. Ça, c'est c'est sympathique. L'idée, c'était quand même... je pouvais pas finir sur... Tu vois, ma première phrase, c'est « Elles sont mortes toutes ». Et ma dernière phrase, c'est « Et nous sommes en vie ». Pour moi, c'était important de... je suis quelqu'un j'ai besoin d'optimisme pour avancer aussi. Ouais, bien sûr. Et une valeur qui est importante aussi dans le militantisme, c'est, enfin, tu faisais allusion tout à l'heure au fait que tu as été militante au cours de ta vie, et je pense qu'il faut avoir un certain optimisme ou une certaine forme d'optimisme pour pouvoir faire du militantisme et croire que les choses peuvent évoluer et changer. Un aspect qui est assez troublant quand on lit ce livre, c'est que forcément, tu as évoqué, ça a pris 2 ans et demi pour toi pour le porter, pour l'amener sur la page. Et pourtant, il y a des choses qui ressemblent de façon assez troublante à ce qu'on vit aujourd'hui, notamment dans l'univers que tu décris. Il y a un couvre-feu. Et c'est difficile de ne pas voir un reflet de ce que nous vivons, nous tous et toutes, au quotidien en ce moment. Comment tu le vis, toi, de voir qu'il y a cette corrélation entre ce que tu as comme ça imaginé et d'un coup la réalité qui s'en rapproche? C'est un peu flippant. Mais je pense pas que je suis quelqu'un de visionnaire, c'est pas ça en fait. C'est que ce qu'on vit actuellement, ça ne rend que plus visible des injustices sociales qui existaient déjà. C'est-à-dire que nos vieux et nos jeunes, on les laisse crever en EHPAD et en CTU, parce qu'en fait, ce qui compte pour le gouvernement, et pour les grandes entreprises, c'est que la population adulte en âge de procréer et de se reproduire, donc produire et reproduire, puisse continuer le taf. Et mon bouquin, il parle de ça, mais je l'ai fini de l'écrire en janvier 2020, donc c'est le 31 décembre 2019 où je me suis dit, tiens, j'avais passé ma soirée à écrire, je me suis dit, tiens, je crois que j'arrive au bout. Donc mon histoire, elle était posée au 31 décembre 2019. Après, le temps de travailler avec l'éditrice, de relire le texte, de s'insérer dans une programmation éditoriale qui a été décalée par la crise sanitaire dès le mois de mars. Le livre sort en fait un peu plus d'1 an après que j'ai fini de l'écrire. Donc j'ai pas du tout écrit ça pendant le confinement ni pendant le Covid, il était fini avant. Mais oui, quand tu veux parler d'une... En fait, ce qu'on vivait même avant la crise sanitaire, c'était quoi? Une société qui ferme ses frontières aux personnes qui sont des survivantes et des survivants des migrations. Oui. Parce qu'en fait, on dit migrants, mais en fait, c'est des personnes qui ont survécu à une migration, qui est faite dans des conditions, la plupart du temps, inhumaines. On les bloque aux frontières, ou on les enferme dans des centres de rétention administrative. Donc ça parle de ça aussi, parce que c'est un territoire aux frontières closes. On vivait déjà, avant même d'avoir le couvre-feu, dans un système où le déplacement des populations était contrôlé. Donc moi en fait, j'imagine une société où il y a un couvre-feu et où on ne peut pas se déplacer d'une ville à l'autre, parce qu'en fait, j'ai fait que incrémenter ce qui existait déjà. Et ce qu'on vit là dans cette crise sanitaire, c'est comme si tu prends une situation et tu incrémentes. Moi, j'ai imaginé une société, je me suis dit, dans 10 ans, si les frontières sont closes, si la crise climatique est empirée, ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si le territoire ferme ses frontières? Et 1 an plus tard, on a la crise sanitaire et les frontières sont fermées. Et donc, effectivement, la situation ressemble à celle de mon livre. Donc, c'est flippant, mais c'est pas anodin. Enfin, c'est pas anodin, en fait. Tout était là, déjà, en germe. Oui, c'est juste un coup d'accélérateur qui a été donné par le Covid, et qui a eu finalement presque le même effet loupe que toi tu as eu en te laissant imaginer ce que ça pourrait donner en poussant un peu les choses. Et puis moi, ce qui m'a nourri en écrivant cette histoire, c'est les souvenirs de guerre de mes grands-parents. Le couvre-feu, ils l'ont vécu avant nous. Être bloqué dans le territoire, ils l'ont vécu avant nous. Ce qui m'a nourri, c'est aussi Margaret Atwood, évidemment. Et elle a une très belle postface à une des éditions poche de La Servante écarlate, quand elle dit « En fait, je n'ai rien inventé. Tout ce qui est dans ce roman, ce sont des choses qui ont existé à des endroits différents, à des époques différentes, dans des cultures différentes. Je n'ai fait que compiler. » Et en fait, c'est ça, la dystopie, c'est qu'en fait... moi, j'ai rien inventé. Le couvre-feu, le territoire bloqué, l'obligation de procréer, tout ça, c'est des choses qui... Pendant la dictature du Troisième Reich en Allemagne, les femmes allemandes considérées comme étant de la bonne population étaient obligées de se reproduire. Peut-être que le taux de natalité très bas de l'Allemagne actuellement est lié aussi à ce souvenir traumatique. Il y a eu des milliers de jeunes filles qui ont été violées pour que la race aryenne se reproduise. Tu vois, voilà.
rien de tout ça n'est nouveau en fait. J'ai rien inventé. C'est nourri de ce qu'ont vécu nos aïeuls en fait, qui sont pas si vieux finalement. Et que là, on laisse crever en EHPAD, voilà. Ouais. Moi, ça me renvoie aussi à une des thématiques qui traverse énormément, je trouve, ce livre particulièrement. C'est tout ce qui est de la trace, de la mémoire, de la transmission aussi d'un savoir et d'une connaissance des histoires. Puisque, par exemple, dans cette communauté de femmes qui vit en marge, il y a ce souci d'écrire les choses, de laisser des traces de ce qu'elles ont vécu les unes les autres, de se raconter leurs histoires. Mais même au sein de cette cité oppressive, il y a des gens qui essayent désespérément, avec les moyens qu'ils peuvent, de faire remonter l'histoire, de faire circuler des informations. Et je trouve, j'ai l'impression que ça fait écho à ce que tu es en train de me dire là, que finalement, bah non, tu n'inventes rien, tout ça c'est l'histoire. Donc est-ce que tu penses que peut-être, pour qu'on arrive à avancer, il faut déjà qu'on maîtrise peut-être un peu mieux notre histoire ou nos histoires? Ouais. Bah, chaque génération peut avoir l'impression d'inventer des choses. Enfin, moi, quand je militais à 26 ans, je découvrais tout, les théories queer, le féminisme, la joie de militer ensemble. Là, je suis en train de lire Joie militante, qui a été traduit en français par Juliette Rousseau, et je retrouve enfin voilà, ou Lutter ensemble, qu'elle a écrit elle-même pour le coup. Enfin, dans Lutter ensemble, je retrouve des choses de vécu militant et de joie. Et en même temps, ces luttes, elles sont nourries des mémoires des gens qui ont lutté avant nous. Ouais. Alors moi, j'ai un amour inconditionnel pour mes aînés, en fait. Je me suis toujours entourée, j'ai toujours eu des relations affectives, amoureuses, amicales avec des lesbiennes et des féministes plus âgées que moi, de 20 ans de plus, 30 ans de plus, parce que enfin, c'est dans les échanges aussi intergénérationnels que peut s'affirmer et se défendre les acquis. On ne serait pas là, toi et moi, à pouvoir parler de féminisme sur les réseaux sociaux s'il n'y avait pas eu les militantes d'avant. Alors après, les luttes, elles évoluent, les vocabulaires changent, il y a des crispations sur des sujets qui sont abordés différemment d'une génération à l'autre. Mais je voulais parler de ça, et j'ai un personnage qui s'appelle Rosa, qui a donc fondé cette communauté de résistantes, et qui pour moi incarne toutes ces personnes qui m'ont transmis leur énergie, leur joie, leur savoir, leur vocabulaire politique. Voilà. Ok, alors il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse beaucoup dans ce livre et dans d'autres livres que tu as écrits, c'est que tu représentes en fait beaucoup de personnes queer dans tes personnages. C'est-à-dire que tu parles de sexualité hors normes hétérosexuelles, en tout cas. C'est quelque chose qui t'importe beaucoup? C'est ma vie. Mon premier roman, c'est une autofiction qui parle d'une jeune lesbienne féministe queer de 27 ans. Ça parle de BDSM, ça parle de sexualité, ça parle de travail du sexe, ça parle aussi de transmission de féminisme d'une génération à l'autre. Il s'appelle 4e génération. Mon deuxième livre, Insurrection en territoire sexuel, ça parle aussi de sexualité et du point de vue féministe, queer, lesbien. Alors mon dernier roman, là, celui qui est sorti il y a 2 ans et demi, Le corps est une chimère, c'est un roman choral sociétal qui parle de sexisme au travail, d'homophobie, des débats autour de la loi Taubira pour le mariage pour tous et toutes. Et en fait, tu vois, je me dis, je vais essayer de faire un roman de société. Pour le coup, celui-là, j'avais une intention, vraiment, dès le départ. Que chaque personnage allait incarner. Le personnage d'Isabelle incarne la question des violences sexistes au travail et des violences conjugales subies par une femme dans son couple. Le personnage de Maya, il incarne la problématique du travail du sexe et du rapport à la police et à l'autorité. Le personnage de Marion, il incarne la problématique de vie d'une mère lesbienne qui a fait ses enfants via une PMA en Belgique. Bon, voilà. Et en fait, à un moment donné, je me dis, en fait, j'ai 5 personnages, il y en a pas un qui a un personnage de mec hétéro cisgenre. Parce que mon seul personnage de mec hétéro cisgenre dans le roman, en fait, c'est pas exactement un mec hétéro cisgenre.
Je me suis dit merde, bon alors est-ce que c'est très crédible? Mais en fait oui, parce que c'est ma réalité. Enfin, je vis entourée de personnes féministes, queer, lesbiennes, c'est mes amis, c'est mes amours, c'est ma famille et en fait c'est une réalité de vie, elle existe et elle a sa place en littérature. Oui, complètement. Moi je trouve que c'est une vraie bouffée d'air frais en fait, parce que d'habitude on est plutôt dans une démarche à l'inverse quand on s'intéresse à l'aspect queer, c'est-à-dire qu'on va lire un livre où il y aura énormément de personnages cis et hétéros, et puis de temps à autre on va se dire ah oui mais alors là j'ai entre les deux phrases de ce machin, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec ce personnage en fait qui est peut-être pas tout à fait cis ou peut-être pas tout à fait hétéro. Et avec toi c'est presque l'inverse, c'est cherchons l'hétéro cis au milieu de l'histoire. Et c'est assez rafraîchissant, je trouve. Donc merci pour ça. Après, en termes de... Comment dire? Le truc, c'est que là, c'est mon 5e roman. Et c'est mon 8e bouquin, parce que j'ai aussi fait deux livres de recherche académique sur la question du genre dans les médias. En fait, je crois que si j'ai réussi à écrire de ce point de vue-là, et sans trop essayer de faire des histoires mainstream, c'est parce que j'ai lu les auteurs que j'ai lus aussi. Audre Lorde notamment. Audre Lorde, c'est une autrice qui dit j'écris de qui je suis dans la société, et c'est ce qui rend ces textes tellement puissants. Et tu te dis, ouais, en fait, oui, le texte est puissant parce qu'il est complètement incarné, que le jeu s'énonce depuis une place qui est à la fois intime et politique. Et la littérature qui m'intéresse, moi, c'est une littérature qui est à la fois intime et politique. Où le jeu qui parle s'énonce, ou les personnages qui parlent, si c'est pas toi qui parles, si c'est un personnage, s'énonce depuis une place qui est socialement et politiquement située, et où l'œuvre littéraire, le texte littéraire fait sens aussi par rapport à des problématiques sociétales et à des questions politiques. Et bah, c'est les auteurs que j'aime lire, et du coup ça t'autorise toi à écrire aussi de ton point de vue et de ta place finalement. Et c'est vrai que enfin, ton approche, je trouve que on la retrouve chez certains auteurs et autrices anglo-saxons, peut-être un peu moins fréquemment en France. Est-ce que toi, il y a des auteurs et des autrices en France avec qui tu te sens quand même en communauté et assez proche Bah, en 2007, quand j'ai publié mon premier roman, je me sentais un peu seule. Après, ce premier roman a été publié grâce à Virginie Despentes, qui en a dit... Je lui avais envoyé le manuscrit parce que je l'avais croisé à un festival. Il se trouve que j'avais son adresse mail. Je me suis dit, est-ce qu'elle aura le temps de me lire? Est-ce qu'elle me répondra? 2007, Virginie Despentes, elle avait déjà fait King Kong Theory, donc c'était pas encore... l'explosion de notoriété qui est due à Vernon Subutex, mais enfin après King Kong Theory, Virginie Despentes elle était quand même déjà connue et reconnue, tu vois, et donc je me dis bon, je l'ai croisée à un festival, je connais des gens qui la connaissent, j'ai son adresse mail, je lui envoie mon manuscrit, on verra bien. Elle m'a répondu. Et ouais, et du coup bah, je me sentais seule, et en même temps mon premier roman a été publié grâce à cette autrice qui m'a lu et qui m'a dit envoie-le à tel éditeur, et du coup grâce à ça j'ai eu accès à la publication, ce qui n'est pas gagné pour des autrices lesbiennes, queer, féministes. Et donc voilà, mais quand même je me sentais seule, parce que être une autrice lesbienne qui parle de sexualité, qui s'énonce comme un jeu situé socialement, politiquement et tout, c'était pas simple. Surtout en littérature, parce que c'était pas des essais que je faisais, c'était vraiment des romans. Mais là maintenant ça a bougé, enfin, depuis 2007 ça a bougé. Là récemment on a eu... un des derniers livres que j'ai lu et qui s'énonce depuis un point de vue situé et dont l'écriture est merveilleuse, c'est La petite dernière de Fatima Das, par exemple. Ce bouquin, il y a eu une polémique médiatique autour des thématiques dont se saisit le livre. Après, si tu le considères en tant qu'œuvre littéraire, et si tu considères la question du jeu qui s'énonce et qui se place politiquement en disant « je veux ni renoncer à ma religion, ni renoncer à mon amour des femmes, et je suis ça », et que ça s'exprime dans un texte qui est d'une beauté, d'un dépouillement, et bah oui, enfin ouais, bravo. Tu vois, donc on a des autrices en France, je pense aussi à Mathilde Seigné, je pense à Anne Pauly. Après, du côté de la littérature enfant, je parle des autrices féministes qui ont un point de vue situé, on a Laurent Safou. On a des autrices en France, pas forcément en fiction littéraire, aussi du côté des essais.
il y a eu l'essai de Bertolt Borbeck là, à l'automne dernier. Enfin, ces dernières années, quand même, il se passe des choses. Hein. Oui, ça bouge. Ouais. Et je pense que tu soulèves aussi un point assez juste, c'est-à-dire que le monde de l'édition bouge aussi. C'est-à-dire que ces voix sont publiées. C'est peut-être aussi une des différences, parce que je pense que des auteurs queer, qui s'appelaient peut-être pas comme tels avant, il y en avait, mais aujourd'hui, elles ont un peu plus de chances de trouver des maisons d'édition à même de les publier, de les faire connaître du grand public. Et je peux pas m'empêcher de te poser la question d'ailleurs, parce que on en a un petit peu parlé en amont. Tu viens de changer de maison d'édition et tu viens de t'installer dans une maison qui est très engagée pour le coup. D'ailleurs, on avait eu la chance de rencontrer Laura Nsafou pendant notre première saison des We Too Live, qui est aussi édité chez Cambourakis. Tu peux nous en dire quelques mots, parce que je crois que c'est une belle collaboration qui se passe là. Ouais. En fait, quand j'écrivais ce livre, je me sentais peut-être ce que retraduit le personnage de Eve dans ce livre, c'est une personne qui est coupée de ses sœurs, qui est coupée de sa communauté. Et c'est un peu une expérience que j'ai vécue. Parce que à 30 ans, j'ai choisi de faire des enfants, parce que j'ai changé de ville, parce que tout d'un coup, tout mon entourage de copines militantes, artistes, on n'était plus dans la même ville, que j'avais des enfants en bas âge. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai besoin de me rapprocher de personnes avec qui je peux partager une joie créative, une joie militante, parce que c'est ça mon carburant en fait, tu vois. D'être la seule autrice qui présente mon travail dans une soirée littéraire, ça m'intéresse pas. J'ai envie qu'on soit un pack, tu vois, qu'on soit en meute, quoi. Du coup, je fais partie d'un collectif qui s'appelle RERQ, on est 6 autrices. Enfin voilà, j'ai toujours eu à cœur, puis l'écriture c'est hyper solitaire. Et du coup, de pouvoir être publiée par Isabelle Cambourakis dans la collection Sorcière, qui publiait tous les bouquins de cette collection, c'est des pépites, c'est que des auteurs que j'admire. Je lui ai envoyé le texte en lui disant « Bon Isabelle, je sais que vous ne faites pas de littérature, on ne se connaît pas, on s'est croisés une fois, mais bon, je vous envoie ce texte, peut-être qu'il vous parlera. » Et puis elle m'a répondu pas très longtemps plus tard en me disant « Je vais vous lire ». Et puis elle m'a lu et elle m'a dit « oui, en fait, j'ai commencé par des essais, mais je fais aussi de la littérature enfant et des romans graphiques. » Et elle a publié aussi Bâtir aussi, qui est une fiction d'anticipation écrite par un collectif, les Ateliers de l'Antémonde. Et elle s'apprêtait à publier Marcia Burnier et les Orageuses, qui est le premier roman de Marcia Burnier, et qui est un roman. Et elle me dit « oui, donc je fais aussi de la littérature, bienvenue dans la collection ». Et c'est hyper chouette d'avoir une éditrice avec qui tu peux parler pendant des heures. Elle est passionnée par le féminisme des années 70. Enfin, voilà, que ce soit sur les questions de féminisme et maternité, féminisme et care, féminisme et écologie. On a plein de enfin voilà, j'admire vraiment ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est chouette. Ouais. Un beau travail d'équipe, donc super. Moi, ce que je retiens aussi là des anecdotes que tu as amené à partager avec nous, c'est que faut oser en fait aborder les gens, parce que ça a marché avec Virginie Despentes pour toi. Là, tu t'es autorisé à envoyer ton texte à une éditrice sans vraiment la connaître, et il en sort une très belle collaboration. Et je trouve que c'est un beau témoignage, ça, de finalement oser lancer sa création et ses envies vers des sœurs quelque part. Enfin, il y a déjà quelque chose de la sororité là. Oui, alors si j'ai osé, c'est parce que j'avais l'exemple de copines américaines. Quand, entre l'âge de 26 et 30 ans, je suis beaucoup allée à San Francisco parce que j'avais mon amoureux qui se définit pas spécialement comme femme ni comme... Bref, la personne que j'aimais, avec qui je suis toujours amie, habitait à San Francisco, est elle-même un auteur. Et il y avait là-bas une communauté d'auteurs, d'autrices, queer, lesbiennes, qui s'articulait autour de Michelle T, qui est donc une autrice américaine qui a longtemps vécu à San Francisco, qui maintenant est à Los Angeles, lesbienne, queer, qui a publié beaucoup de romans et qui organisait des soirées littéraires qui s'appellent Radar Readings.
Et elle m'a proposé de venir lire aussi. Tu vois, j'étais une jeune autrice. Donc Lini, la personne que j'aimais, a traduit un de mes textes en anglais. Et j'ai vu du coup comment s'articulaient les auteurs confirmés comme Michel, qui avait déjà 5 ou 6 romans à son actif, les gens comme Lini, qui avait un roman à son actif, mais qui faisait du stand-up, de la scène et tout, les toutes jeunes autrices, auteurs, tu vois, qui proposaient des textes. Et je me suis dit, ben oui, en fait, tu peux pas être dans ton coin toute seule à écrire tes trucs et à les envoyer au hasard dans les maisons d'édition, parce qu'elles vont... En fait, j'ai même fait un crash test sur chacun de mes manuscrits. J'envoie une version avec un autre nom-prénom à des grandes maisons pour voir si... Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, le monde de l'édition. Ouais. C'est triste à dire, mais en vrai, c'est important d'être connecté avec des gens qui sont déjà... Et ça devrait pas se passer comme ça, en fait. Et d'où l'importance des éditions alternatives aussi. Voilà, là, il y a les éditions d'Aaron qui se sont lancées, il y a Blast, il y a Libertalia. Enfin, c'est important qu'il y ait des maisons d'édition qui se créent aussi en marge du système de l'industrie du livre. Parce que l'accès à l'édition, il est compliqué en fait pour les gens qui n'ont pas déjà un réseau. Enfin, c'est une réalité, hein, faut le dire. Oui, il y a un élitisme, c'est clair. Et du coup, de s'organiser en communauté d'auteurs, d'auteuristes, en collectif, d'avoir des gens qui ont... Voilà, moi c'est mon 8e bouquin, mon 5e roman. Oui, maintenant j'ai une expérience de la chaîne du livre, de l'industrie du livre, je sais comment ça se passe. Mais si au début j'ai pu rentrer là-dedans, c'est parce qu'on m'a aidé, on m'a tendu la main, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est important de s'entraider. Ben, je ne peux qu'applaudir, bravo. Et je ne peux aussi que recommander ce nouveau livre. C'est une lecture très très agréable, vivante, touchante. Donc c'est en librairie, n'hésitez pas. Et pour clore cette rencontre, Wendy, je voudrais te poser la question que nous posons à tous nos invités, qui est, nous, le WeToo Festival, donc, qui va se tenir à la mi-septembre, s'articule toujours autour de grandes thématiques féministes, qui tournent autour de la transmission de l'éducation non sexiste, du corps et de la sexualité, du rapport de couple ou du féminisme ailleurs. Si tu devais te glisser dans la peau d'une des organisatrices le temps de cette question, quelle est la thématique que tu aimerais aborder, que tu aimerais explorer lors du prochain festival? Peut-être la question de l'écriture, du collectif et des mémoires. Parce que je crois que les moments les plus exaltants que j'ai pu vivre dans ma vie militante, c'est les moments où on écrivait ensemble des tracts. Okay. Où on avait un document partagé. C'est les moments où j'ai pu lire sur scène des textes avec mon collectif RERQ, enfin le collectif dont je fais partie qui s'appelle RERQ. C'est les moments d'écriture collective, d'ateliers d'écriture, où à la fois tu as du partage de vécu politique, à la fois tu as de la mise en mots du vécu, et après tu peux le repartager. Et ça fait chaîne, et ça fait réseau, et ça fait proliférer, et ça crée du lien. Enfin, moi je me rappellerai toujours de toutes les personnes avec qui j'ai fait des ateliers, peut-être pas leur prénom, mais tel texte, telle idée, telle image, telle force. Quelqu'un qui débarque, qui dit « oui, moi j'écris un peu dans mon coin », puis en fait son texte, t'arrives et t'es là, waouh, merci, enfin, tu m'as posé un morceau de vécu là, et ça, voilà, et ça permet la transmission et le repartage. Et des textes en inspirent d'autres, et voilà. Ok, super. C'est une très bonne piste à creuser pour nous. Super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Wendy. Et une fois de plus, je vous recommande vivement Viendra le temps du feu. C'est une lecture que vous ne regretterez pas. À très bientôt.